Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, affaire des témoins disparus, intervention du président Bandakani et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI, affaire des témoins disparus. La CPI cherche témoins désespérément. Disparition de témoins, les détails de l'affaire et les dessous des déboires de Bensouda et de la CPI. Contrairement à ceux qui veulent nous laisser croire, la procureure de la CPI et son allié RDR, le parti de Dramane Ouattara, sont dans une grande tourmente sur la question des témoins. Et c'est ce qui explique l'arrêt brusque de la première partie du procès et le report de la date de reprise de la seconde partie. En effet, selon une source généralement crédible et bien au fait de la question, la grande partie des témoins à charge contre le président Laurent Gbagbo a été recrutée dans la commune de Yopougon et précisément dans le quartier Ouassakara, moyennant de l'argent, lors d'une sorte d'appel d'offres partisan. Oui, vous avez bien entendu, lors d'une sorte d'appel d'offres partisan. S'il est indéniable que certains témoins aient été pris en charge entièrement et directement par la CPI, d'autres par contre ont été recrutés après qu'ils aient eux-mêmes versé de l'argent au cadre du RDR en charge de la question, pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo et bénéficier en contrepartie d'un visa et d'un séjour prolongé en Europe, le tout devant être garanti par la CPI. C'est du moins ce que ces cadres véreux et escrocs ont expliqué à ces individus qui, bien qu'étant militants du RDR, ne sont aucunement des victimes de la crise post-électorale, mais plutôt des aventuriers qui cherchaient une occasion de s'expatrier en Europe. Tout se passait bien jusqu'au moment du contre-interrogatoire de la défense du président Laurent Gbagbo. C'est à ce moment que tout commença à se gâter, car il n'avait pas été précisé à ces témoins qu'il y aurait un contre-interrogatoire. Au contraire, on leur avait dit que c'était une simple déposition rapide après laquelle la CPI leur donnerait les papiers pour aller dans le pays de leur choix. Erreur, car après leur mensonge, ces témoins se retrouvent nez à nez avec l'intrépide maître Ochi, l'irrésistible maître Jennifer Naouri et l'irréductible maître Agathe Barouan, le tout supervisé par l'immense maître Altit. Ce fut le début des bégaiements, des égarements et des énervements. Résultat, ces témoins avaient menacé en interne de ne plus témoigner si ces questions dures et compliquées, selon leur expression, leur étaient posées, et débuta le premier blocage dû aux questions directives. Le blocage des questions directives partiellement levées, les témoins faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. Lorsqu'il apparut que les premiers témoins étaient retournés en Côte d'Ivoire, contrairement à leur contrat qui stipulait une vie en Europe, c'en était trop. Résultat, 4 témoins réussissent à s'enfuir. C'est ce qui précipita l'arrêt de la première partie du procès. Les autres témoins sont malheureusement bloqués et marqués à la culotte nuit et jour par des policiers commis à cet effet. Non contents d'avoir été grugés, ceux-ci ont appelé la direction du RDR à Abidjan et ont menacé de dire la vérité en témoignant pour le président Laurent Gbagbo si une ferme garantie du respect de la contrepartie de leur contrat ne leur est pas donnée et s'ils sont forcés de témoigner. Mieux, ils ont averti la direction du RDR que s'il leur arrivait de trouver un terrain d'entente, qu'ils témoignent effectivement contre le président Gbagbo et après cela le RDR et le procureur les grugeaient encore en les ramenant à Abidjan, ils allaient s'organiser pour informer toute l'opinion à travers des manifestations et des conférences de presse, etc. pour se venger. Selon notre informateur, ce sont ces menaces fermes et la recherche de solutions face aux exigences des témoins et la disparition des autres qui ont amené la CPI à reculer la date de reprise de la deuxième partie du procès qui était annoncée pour le 3 mars 2016
mais qui reprendra finalement le 7 mars 2016. Ainsi va le procès de la honte qui finira par détruire la CPI et consacrer notre victoire face à la forfaiture du siècle. Kakri Kaza. CPI toujours avec le point de vue du président Bandakani. Avant de répondre à votre question, je vous prie de permettre que je rappelle ce que j'appelle mes positions de principe. Oui. C'est important pour moi. D'abord, permettez-moi de renvoyer les amabilités panafricanistes à mon frère, professeur Sitak, pour lui dire que, comme quelqu'un l'a dit aussi pour l'aîné Sadio, pour leur dire qu'il faut en parler justement pour conscientiser davantage les Africains. Quand vous avez écouté le professeur Sitak ce soir à ce sujet, vous ne voyez pas qu'il faut qu'il parle? Bien sûr. Il faut qu'il parle, mon cher frère. Tu dois parler. Donc je te renvoie tes amabilités et j'étais sensible à cela. Continue à venir enseigner l'Afrique sur les dimensions juridiques de cette affaire. Et le grand frère Sadio, on a besoin de ta sagesse aussi. Donc tu dois continuer à parler de cette affaire. J'ai toujours dit, et je le maintiens, c'est le principe de cette cour. Si vous appelez ça cour. Moi je l'appelle cour de putréfaction internationale. C'est une cour de putréfaction internationale, section internationale du RDR et de la France. C'est ça là, ce que vous appelez CPI. Cette chose immonde. C'est une chose immonde. Ce machin-là que vous appelez CPI. Le principe de cette cour est inacceptable. À tout point de vue. Je dis bien inacceptable. Au nom de quoi d'autres États peuvent juger d'autres États? C'est la barbarie, c'est la jungle. La puissance remplace le droit. C'est inacceptable. S'il faut mourir pour ça, c'est honorable de payer de sa vie pour défendre les valeurs essentielles qui fondent l'humanité. On ne peut pas accepter que la puissance soit érigée en droit. C'est le combat de toutes les générations qui ont constitué l'humanité. Depuis que l'humanité est humanité, on n'a jamais cédé le droit à la puissance. C'est quoi cette affaire? Cette cour de saleté internationale est inacceptable dans son principe. 2. Personne n'a établi la France, les États-Unis, l'Angleterre, avec leurs complices internationaux, au-dessus des autres États pour les juger. Personne ne les a établis. Ils n'ont ni la qualité, ni la capacité. Donc c'est clair. Ça, ce sont nos principes, ce sont mes principes. Ce procès est une déclaration de guerre aux Africains. Si vous ne voulez pas le comprendre, eh bien cela les a imposés par l'histoire. L'histoire nous impose la guerre contre les Occidentaux. Alors maintenant, de quelle guerre s'agit-il? C'est un autre débat. Vous savez que moi, c'est une guerre par l'esprit, je l'ai toujours dit. Alors, mais c'est une guerre. Nous sommes en guerre contre les Occidentaux. C'est ce que ce procès nous rappelle. Et je l'ai toujours dit ici que ce procès rappelle une fois de plus aux Africains les tâches historiques qui s'imposent à elles. Liquider l'hégémonie occidentale sur le continent et sur l'humanité. Ça, c'est la tâche historique de l'Afrique. On le fera avec d'autres partenaires géopolitiques, comme le Michel aime bien le rappeler, mais c'est une tâche qui s'impose à nous parce que c'est nous qui subissons le mépris de ce que vous appelez communauté internationale. Donc, quand j'ai rappelé ces principes, je reviens à ce que vous êtes en train de dire. Alain Michel, j'ai écouté vos propos sur le fameux général, vous l'appelez qui? C'est Kassaraté. Alors, Kassaraté. Il faut le rappeler clairement. D'abord, il faut rappeler que les méthodes là qui sont en jeu sont les méthodes de la Gestapo. C'est clair. Ça s'appelle en droit, si le droit existait, la subornation des témoins. Et quand il y a ça dans un procès, on annule carrément le procès en droit. Même si un seul témoin est suborné, le procès est nul. Mais là, c'est tous les témoins qui sont subornés. Tous les témoins. Ça veut dire qu'on les a contraints par la force à venir témoigner. On les a fait du chantage. Je voudrais si vous voulez, comment on a fait rentrer le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, ce Barbeau, en Côte d'Ivoire, Yao Pondré. Vous savez comment est-ce qu'on l'a fait rentrer? En lui faisant le chantage de la suivi de sa famille restée au pays. C'est quelle méthode de ça? C'est quelle méthode de ça? Alors quand Kassaraté nous dit qu'il était militaire et que l'armée est apolitique, c'est un faux militaire. Ça s'appelle un militaire félon, comme M. Mangou. Le principe de l'armée, entre autres, c'est l'honneur. Un militaire qui se respecte ne trahit jamais sa patrie. Dans les traditions militaires, dignes de ce nom, quand vous trahissez votre patrie, on vous fusille. Je dis, on vous
fusil. Et tout à l'heure, je vais rendre la lecture peut-être de quelques morceaux choisis de la déclaration, la lettre ouverte que les militaires avaient adressée à Mangou. Voilà, c'est clair. Donc, un militaire digne de ce nom ne trahit jamais sa patrie. Alors, quand M. Kasaraté raconte ces histoires, je ne sais même pas le quoi est-ce qu'il parle. L'armée est non partisane, mais l'armée est politique, puisqu'elle est sous les ordres du pouvoir politique. Elle exécute les missions que le politique lui confie. C'est clair et c'est net. Tout le monde le sait. Donc, des militaires qui trahissent leur nation, qui vont se coucher sous les bottes d'une puissance coloniale, raciste, qui a bâti sa prospérité sur la mort du continent africain, ne sont pas dignes de son nom. Kasaraté et Mangou ont trahi le continent africain. L'histoire retiendra que ce sont de véritables traîtres en tant que tels. Parce que pour les militaires, c'est encore même plus grave. Alors quand il raconte ces histoires, il ne veut rien dire. Donc nous avons là des crypto-supplétifs, je dis bien crypto-supplétifs, qui ont honte de s'avouer tels, c'est ce que ça veut dire, un crypto-supplétif, qui sont au service de la puissance coloniale. Ce sont des militaires infiltrés, espions, qui sont à la solde des puissances internationales. Donc, il ne faut pas raconter les histoires. Rien ne peut justifier le comportement de ces militaires-là. Je dis bien rien. S'ils sont militaires, ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle. Vous ne pouvez pas accepter, Alain Michel Yena, vous êtes militaire, avec un sens de l'honneur, comme bombarde votre palais présidentiel. Qu'on humilie votre commandant en chef, votre président, de la sorte, et qu'on le déporte. Et vous venez justifier ça en disant que vous êtes l'armée est apolitique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand on le nommait à ce poste, il savait bien que celui qui le faisait était un homme politique. Il ne le savait pas. Alors, mais il faut qu'on soit sérieux. Donc, tous ces témoins-là, l'histoire en Afrique a enregistré leur nom. Nous transmettons de génération en génération à nos enfants que M. Mangou et Kasaraté et les autres sont des militaires félons, des traîtres. On va enseigner ça pour que nul n'oublie. D'accord. Que nul n'oublie. Alain Michel Yena. Donc, c'est clair par rapport à ça. Donc, pour terminer, je dis que moi, ce qui m'intéresse à la fin, dans cette affaire, immonde, ce procès, mais c'est Bikolo qui le disait, ça de la pédagogie sur le plan historique. Parce que je vous dis que ce procès-là parle à tous les Africains mieux que les discours de ceux qu'on appelle les aboyeurs. Ce procès parle, parce que même les ennemis de l'Afrique, ils ont honte de parler maintenant. Ils ont moins honte. Parce que là, tout le monde voit quelle est la réalité des rapports qu'il lie l'Afrique à ce qu'on appelle vulgairement ses partenaires occidentaux, les partenaires occidentaux. On voit, et tout le monde comprend. Il n'y a pas de plus grand discours, de plus grand message de sensibilisation qui est adressé aux Africains en ce temps-ci que ce procès. Tout le monde comprend ce qui nous attend. Quelle est la relation qui nous lie à l'Occident? Quelles sont les tâches que l'histoire universelle nous impose en ce moment et ce que nous devons faire? Et rien que pour ça, je remercie le Seigneur pour ce procès. D'accord, merci beaucoup. À la fin. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Primaire américaine, alors que chez les démocrates, Clinton est en passe de se faire rattraper par Sanders. Les républicains se livrent une guerre fratricide sur fond de polémique entre Donald Trump et le pape François. Des dizaines de milliers d'enfants ont disparu dans le tourbillon des flux migratoires. Trafic d'organes, d'êtres humains, prostitution, voyage en enfer. Vieux serpent de mer du débat sur les universités, la sélection est de retour dans le débat. Le gouvernement y est hostile, mais la sélection est entrée de fait dans les facultés. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.